Sous un ciel fendu par l'orage, une berline noire s'arrête devant une maison aux murs fissurés. L'homme qui en descend porte un costume qui vaut plus que tout le quartier réuni. Il revient en vainqueur. Il croit revenir pour réparer. Puis il les voit. Deux silhouettes voûtées trempées jusqu'aux os, assises sur un vieux banc bancal. Un bol posté entre leurs mains ridées. Ils mangent lentement sous la pluie, comme si l'eau du ciel faisait partie du repas. Il reste figé. Ce n'est pas la pauvreté qui le frappe. C'est autre chose. Quelque chose qui ressemble à une humiliation trop longue pour être racontée. Ne partez pas. Cette histoire ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire, vous nous regardez depuis quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et si les histoires vraies, humaines et profondes vous touchent, abonnez-vous doucement pour ne pas manquer la suite. L'orage ne faiblissait pas. Il tombait droit lourd sans pitié, comme si le ciel avait décidé de laver quelque chose que personne n'osait nommer. Idriss Koné ne sentait plus l'eau qui glissait le long de son col. Il ne sentait plus ses chaussures s'enfoncer dans la boue rouge de Kofikro. Il ne sentait que cette brûlure étrange là sous sa poitrine, une brûlure qu'aucun médecin d'Abidjan n'aurait su expliquer. Il avait quitté la capitale à l'aube sans prévenir son assistante sans chauffeur. Il avait conduit lui-même les mains serrées sur le volant, fuyant les murs vitrés de son immeuble, à Cocody, fuyant les réunions, les chiffres, les signatures. Depuis quelques semaines, quelque chose l'étouffait. Une fatigue qui ne venait pas du travail. Une absence qu'il n'arrivait plus à ignorer. Il n'avait pas prévenu ses parents non plus. Il voulait arriver sans bruit, les surprendre peut-être, les serrer contre lui, leur dire qu'il avait enfin le temps. Mais ce qu'il voyait maintenant ne ressemblait pas à un accueil. Sous le maigre auvent fissuré, Seydou et Mariama Koné tenaient chacun un bol en émail ébréché. Le riz était collé par la pluie. L'eau s'y mêlait, transformant le repas en une pâte blanchâtre. Ils mangeaient lentement, presque avec application, comme si le geste avait plus d'importance que le goût. Pourquoi dehors? La porte principale était fermée. Idriss le remarqua seulement après quelques secondes. Le cadenas pendait visible neuf. Il fit un pas en avant. Le gravier crissa sous sa semelle italienne. Le son sembla trop fort dans le vacarme de la pluie. Mariama leva les yeux. Elle mit un instant à reconnaître la silhouette. Puis ses doigts se figèrent autour du bol. Idriss. Sa voix n'était qu'un souffle. Seydou tourna la tête à son tour. Son regard autrefois vif mit plus de temps à s'ajuster. Quand il comprit, il ne se leva pas. Il se redressa simplement avec une lenteur digne. Idriss sentit une vague monter en lui. Il voulait courir, les couvrir de sa veste, renverser ce banc brisé, ce cadenas. Il resta pourtant immobile. Il vit autre chose. Leurs vêtements n'étaient pas simplement mouillés. Ils étaient usés. Le pagne de sa mère était rapiécé au genou. La chemise de son père portait une couture grossière au col. Ce n'était pas la pluie qui avait fait cela. Il s'approcha enfin. « Pourquoi vous mangez dehors ?» La question lui échappa sans douceur. Mariama baissa les yeux. Elle tenta un sourire qui ne tint pas. Il fait chaud à l'intérieur. Et puis, on aime bien sentir la pluie. Idriss regarda le ciel. L'eau frappait si fort que le banc vibrait. Il se tourna vers la porte verrouillée, et Seydou posa calmement son bol à ses pieds. Ce n'est rien. Une précaution contre quoi Idriss sentit la colère frapper à la porte de sa poitrine. Il inspira profondément. Il connaissait cette sensation. Il l'avait domptée dans des salles de conseil d'administration. Il ne voulait pas la laisser éclater ici. Il fit encore un pas. L'eau dégoulinait maintenant sur le visage ridé de sa mère. Il retira sa veste et la posa sur ses épaules. Elle protesta faiblement. « Tu vas attraper froid. » Il eut presque envie de rire. Le froid n'était pas le problème.
Derrière lui, il sentit des regards. Il se retourna. 2 voisins, abrités sous un manguier, observaient la scène. Pas avec surprise, avec une curiosité lourde. L'un d'eux murmura quelque chose que la pluie avala. Idriss reconnut le visage de Bala, un homme qui autrefois venait emprunter du sel à sa mère. Il détourna les yeux quand leurs regards se croisèrent. Pourquoi cette gêne? Idriss sentit que quelque chose lui échappait. Pas un simple malentendu, une situation installée depuis longtemps. Il regarda le sol près du banc. Un petit plateau en plastique, une bouteille d'eau à moitié vide et à côté, une vieille natte roulée. « Vous dormez ici ?» Mariama répondit trop vite. « Non, non, juste quand il fait trop chaud. » Sédou posa une main sur le bras de son épouse. Un geste discret mais ferme. Comme pour dire assez. Idriss connaissait ce geste. Il l'avait vu quand il était enfant, quand sa mère voulait le défendre face à une punition. Son père n'aimait pas que l'on expose la fragilité devant les autres. Mais aujourd'hui, qui étaient les autres? La pluie redoubla. Idriss sentit l'eau s'infiltrer dans ses chaussettes. Il ne bougea pas. Il repensa à son dernier appel avec eux. 3 mois plus tôt, sa mère avait dit que tout allait bien. Son père avait parlé des récoltes. Personne n'avait mentionné un cadenas. Qui a mis cette serrure? Le silence s'étira. Au loin, un éclair fendit le ciel. Le tonnerre suivit profond. Sédou leva enfin les yeux vers son fils. Ce n'est pas le moment. Idriss sentit quelque chose se briser en lui. Pas le moment. Il regarda les bols, la pluie, la natte. Si ce n'était pas le moment maintenant, alors quand il pensa à Abidjan, à son appartement au 15e étage, aux baies vitrées qui donnaient sur la lagune, à la table en bois massif, où il dînait seul certains soirs devant un plat qu'il ne finissait pas. Ici, ses parents partageaient un riz dilué sous un ciel en colère. Une honte sourde monta en lui. Pas une honte sociale, une honte intime. Il s'agenouilla dans la boue à leur hauteur. Le costume se tacha. Il n'y prêta aucune attention. « Papa, maman, regardez-moi. » Ils levèrent les yeux lentement. « Je suis là. » Ce n'était pas une phrase héroïque, c'était presque une excuse. Mariama posa sa main mouillée sur la joue de son fils. « On ne voulait pas te déranger. Tu as déjà tant à faire. » Dérangé, Idriss sentit la colère revenir, mais cette fois contre lui-même. Il les avait laissés seuls trop longtemps. Il avait cru que l'argent envoyé chaque mois suffisait. Il avait cru que la réussite réparait les distances. Il regarda encore le cadenas. Il fit un choix. Pas de cris, pas d'accusation sous la pluie, pas devant les voisins. On rentre à l'intérieur. Sédou secoua la tête. Ce n'est plus si simple. Ces mots tombèrent plus lourds que la pluie. Idriss sentit son cœur accélérer. Plus si simple. Il se releva lentement. Il essuya l'eau de son front. Il regarda la maison dans son ensemble. Les fissures, le mur arrière, un peu plus bas qu'avant. Une fenêtre dont le rideau n'était pas celui que sa mère cousait autrefois. Quelqu'un d'autre vivait là, il entendit une voix derrière la porte, étouffée. Une ombre passa derrière la vitre. Il comprit alors que le cadenas n'était pas une protection. C'était une frontière. Il tourna la tête vers ses parents. Qui est à l'intérieur? Mariama baissa les yeux. Sédou resta droit. Au loin, Bala et l'autre voisin s'éloignèrent, lentement comme si la scène devenait trop lourde pour être observée. La pluie continuait. Idriss sentit que ce retour n'avait rien d'une visite. Il n'était pas revenu pour offrir. Il était revenu pour comprendre. Et ce qu'il allait découvrir risquait de lui coûter plus que de l'argent. La pluie avait fini par se calmer, mais l'air restait chargé d'humidité. Une odeur de terre mouillée et de feuilles écrasées flottait autour de la cour. Idriss se tenait toujours face à la porte verrouillée.
Derrière le bois gonflé par l'eau, il avait entendu un mouvement, une présence, une respiration peut-être. Il n'en était pas certain. Mais il savait que ses parents n'étaient pas seuls. Il observa le mur gauche de la maison. La peinture ocre était écaillée, mais il y avait quelque chose de plus récent, un câble électrique tiré à la hâte fixé par des clous brillants. Une antenne parabole était accrochée au toit neuf. Ses parents n'avaient jamais voulu de télévision. Son père disait toujours que les histoires des autres empêchaient de vivre la sienne. « Qui est à l'intérieur » répéta Idriss plus doucement. Mariama triturait le bord de son pagne trempé. « Ce n'est pas important, mon fils. Ce n'est pas important. Depuis quand une maison occupée par d'autres n'était-elle pas importante ?» Seydou soupira comme s'il portait un sac invisible sur les épaules. « Nous avons arrangé les choses. » Le mot « arranger » sonna faux. Idriss connaissait la manière dont son père parlait quand il voulait minimiser une blessure. Il parlait ainsi le jour où la récolte avait été détruite par les criquets. Il parlait ainsi quand Idriss, adolescent, avait annoncé qu'il partait à Abidjan sans savoir où dormir. Quel arrangement, papa le silence, s'installa encore. Cette fois, il n'était plus seulement lourd. Il était chargé de crainte. Idriss sentit son impatience monter. Pas une impatience arrogante, mais celle d'un fils qui comprend qu'on lui a caché quelque chose de grave. Il fit le tour de la maison. À l'arrière, il découvrit une petite construction en tôle qu'il ne reconnaissait pas. Un abri improvisé. La porte était entr'ouverte. Il s'approcha. À l'intérieur, une natte, 2 couvertures fines, un seau d'eau, une caisse en bois servant de table. Rien d'autre. Il resta immobile. C'était là qu'il dormait, pas dans la chambre où sa mère gardait autrefois ses pagnes pliés avec soin, pas dans la pièce principale où son père l'avait aidé à apprendre à lire à la lumière d'une lampe tempête. Ici, dans cette cabane. Il sentit une pression dans sa gorge. Il se souvenait encore du jour où il avait quitté Kofikro. Il avait 18 ans. Il portait un petit sac et une chemise trop grande. Son père lui avait serré la main sans trembler. Sa mère avait pleuré derrière la porte pour qu'il ne voie pas ses larmes. Il leur avait promis de revenir vite, vite. Les années avaient passé. Les premières difficultés à Abidjan. Les nuits dans un atelier de mécanique. Puis les opportunités. Les partenariats, les risques. Il avait travaillé comme un homme poursuivi. Il s'était dit que chaque franc gagné était une brique pour leur avenir. Mais pendant qu'ils construisaient des immeubles ailleurs, quelqu'un avait pris leur toit. Il revint vers la cour. Seydou et Mariama avaient terminé leur repas. Les bols étaient posés à même le sol. La pluie avait laissé des flaques autour du banc. « Vous dormez là derrière » demanda-t-il. Mariama ne répondit pas. Elle détourna le regard vers la route. Seydou lui hocha la tête. Un geste minuscule, mais irrévocable. Idriss sentit sa respiration devenir irrégulière. Il s'efforça de parler calmement. Depuis quand? Quelques mois. Et personne ne l'avait appelé. Il pensa à ses virements réguliers, aux sommes envoyées chaque trimestre. Elles n'étaient pas modestes. Il avait même financé la rénovation du toit il y a 2 ans. Où était passé cet argent? Il n'osa pas poser la question. Pas encore. Un bruit de serrure retentit derrière lui. La porte principale s'ouvrit enfin. Idriss se retourna lentement. Une femme se tenait sur le seuil. Elle portait un boubou propre soigneusement repassé. Son foulard était noué avec élégance. Son regard, en revanche, était dur. Elle n'était pas âgée. 40 ans, peut-être. Pas plus. Idriss connaît, dit-elle d'une voix mesurée. Tu es enfin revenu. Il la reconnut vaguement. Aïcha Traoré. Une cousine éloignée par alliance. Elle était venue quelques années plus tôt aider sa mère pendant une maladie. Il se souvenait de son sourire poli, de ses paroles mielleuses.
Aujourd'hui, son sourire était absent. « Que fais-tu dans cette maison » demanda Idriss sans détour. Elle croisa les bras. « J'y vis. » La réponse était simple. Trop simple. Avec quel droit Aïcha haussa légèrement les épaules? Avec l'accord de tes parents. Idriss tourna la tête vers Seydou. Le vieil homme baissa les yeux. Papa Seydou parla lentement. Nous avons signé des papiers. Des papiers. Le mot fit l'effet d'un coup sec. Quel papier? Aïcha descendit une marche. Elle resta cependant sous l'abri du toit, évitant soigneusement les flaques. Des papiers qui régularisent la situation. Tu étais absent. Il fallait prendre des décisions. Absent. Le mot résonna plus fort que la pluie précédente. Idriss sentit la colère monter, mais il la contint. Régulariser quoi? Aïcha le regarda comme on regarde un enfant qui feint l'ignorance. Les dettes. Un silence lourd tomba sur la cour. Quelle dette? Il savait que ses parents vivaient modestement, mais il envoyait de l'argent. Il avait payé les soins de sa mère. Il avait remboursé l'ancien crédit agricole. Quelle dette? Répéta-t-il. Mariama fit un pas en avant. C'était pour l'hôpital. L'an dernier. Idriss sentit son estomac se contracter. Il se souvenait de cet appel. Sa mère avait été hospitalisée quelques jours. Il avait transféré une somme importante le soir même. « J'ai payé », dit-il. Aïcha inclina légèrement la tête. Pas tout. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait calculé. « Et en échange ?» demanda Idriss. Aïcha ne répondit pas tout de suite. Elle observa la cour, les voisins qui faisaient semblant de balayer plus loin les regards furtifs. En échange, j'ai pris la responsabilité de cette maison. Responsabilité. Idriss regarda le cadenas, la cabane en tôle, les vêtements mouillés de ses parents. Si c'était cela la responsabilité, elle avait un goût amer. Il sentit une lutte intérieure naître en lui. Il pouvait exploser, hurler, menacer, faire venir la police du district en 1 heure. Ou il pouvait écouter. Il pensa à son père, à sa fierté silencieuse. Il pensa à sa mère, à ses excuses murmurées sous la pluie. S'il déclenchait un scandale ici, devant tout le village, qui en souffrirait le plus, pas lui. Il prit une inspiration profonde. « Je veux voir ces papiers. » Aïcha soutint son regard. « Ce n'est pas le moment. Il pleut encore. Tu viens de voyager. Repose-toi. » Il comprit qu'elle cherchait à gagner du temps. Il fit un pas vers la porte. Elle ne bougea pas. Idriss dit « Seydou » derrière lui. Il se retourna. Le vieil homme avait les épaules voûtées, mais son regard était clair. « Ne fais rien dans la colère. » Ces mots le frappèrent. « Ne fais rien dans la colère. » Il savait que son père ne disait jamais cela à la légère. Il regarda encore une fois la cabane derrière la maison. Puis il regarda Aïcha. Le conflit n'en était qu'à son début. Et il comprit que ce qui s'était joué ici n'était pas une simple question d'argent. C'était une question de dignité. Et la dignité, quand elle s'est blessée, ne se répare pas avec un chèque. Il se redressa. « Très bien. Nous parlerons demain. » Il posa sa valise à côté de la cabane en tôle. Ce soir-là, il ne rentrerait pas dans la maison. Il resterait avec ses parents, même sous un toit de fer. La nuit tomba sans douceur. Dans la petite construction en tôle, la chaleur accumulée durant la journée s'était transformée en une lourde moiteur. La pluie avait cessé, mais des gouttes continuaient de tomber du toit avec un bruit irrégulier presque obstiné. Idriss était assis sur la natte d'eau contre la paroi métallique. À quelques centimètres de lui, Seydou s'était allongé sans un mot. Mariama, elle s'occupait à plier les couvertures, comme si ce geste pouvait remettre de l'ordre dans le désordre. Idriss regardait ses mains. Des mains habituées aux stylos de luxe, aux signatures aux poignées de main femme-fée, dans des bureaux climatisés.
Elle semblait étrangère ici dans cette cabane. Il écoutait la respiration de son père, lente, un peu sifflante. Il ne savait plus quoi dire. Il aurait voulu interroger, comprendre chaque détail, mais il sentait que forcer la parole serait une autre violence. Alors il resta là dans le silence. Au bout d'un moment, Mariama s'assit face à lui. « Tu n'es pas obligé de dormir ici, mon fils. » Sa voix était douce mais inquiète. « Où voudrais-tu que je dorme ?» Elle hésita. « Chez le chef du quartier, peut-être. Il a une chambre d'amis. » Idriss secoua la tête. « Ma place est ici. » Il ne disait pas cela par défi. Il le pensait vraiment. Pourtant, une question le rongeait. Pourquoi ses parents acceptaient-ils cette situation avec une telle résignation? Il finit par murmurer « Papa, ces papiers, vous saviez ce que vous signez ?» Seydou ne répondit pas tout de suite. Il fixa le plafond en tôle comme si les mots étaient écrits là-haut. « On m'a expliqué. Qui, Aïcha, est le notaire du village voisin ?» Le notaire. Idriss sentit une tension dans sa mâchoire. « Qu'est-ce qu'ils ont expliqué, Seydou ?» soupira. « Que la dette était plus lourde que ce que tu avais envoyé, que les frais avaient augmenté, que sans garantie, ils saisiraient la maison. » Idriss sentit son cœur cogner. « Mais je vous ai transféré l'argent. »« Oui, » répondit Mariama doucement. « Mais l'hôpital disait qu'il restait des frais. On nous a montré des factures, des tampons, des signatures. » Idriss ferma les yeux. Des factures, des tampons. Dans son monde, ces choses pouvaient être fabriquées en 1 heure. « Et vous avez signé ?» Seydou hocha la tête. « On nous a dit que c'était temporaire. Le temps que tout soit réglé. Temporaire. » Le mot avait une douceur trompeuse. Idriss ouvrit les yeux. Il regarda le visage de son père. Il y voyait non pas la naïveté, mais la fatigue. La fatigue d'un homme qui ne comprend plus les rouages d'un monde devenu trop administratif, trop juridique. Il comprit alors quelque chose qui le blessa profondément. Ce n'était pas seulement une question de dette, c'était une question de pouvoir. Ses parents ne savaient pas lire les clauses. Ils savaient cultiver la terre, élever un enfant, tenir une maison, mais pas décoder les pièges d'un contrat. Il se leva brusquement. « Je vais parler à Aïcha. » Seydou se redressa malgré lui. « Pas cette nuit. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que la colère ne donne pas raison, » répondit calmement son père. Idriss sentit la frustration l'envahir. Il n'était plus un enfant. Il avait négocié avec des investisseurs étrangers, affronté des concurrents sans scrupules. Pourquoi devrait-il attendre ici? Mais il regarda encore la natte, les couvertures fines, les murs en tôle. S'il éclatait maintenant, Aïcha pourrait retourner la situation contre ses parents, les accuser d'ingratitude, les isoler davantage. Il inspira longuement. Très bien, demain. La nuit fut courte. Idriss dormit à peine. Chaque bruit le faisait sursauter un chien qui aboyait au loin, un pas dans la cour, le froissement du pagne de sa mère. Au lever du jour, il sortit avant les autres. La lumière était pâle. La cour portait encore les traces de la pluie. Il observa la maison principale. La porte était fermée, mais pas verrouillée cette fois. Il s'approcha, il frappa. Aïcha ouvrit presque aussitôt comme si elle attendait. Elle était déjà habillée avec soin. Son regard était maîtrisé. « Tu es matinale, dit-elle. Je veux voir les papiers. » Elle l'invita à entrer d'un geste mesuré. L'intérieur de la maison avait changé. Les meubles avaient été déplacés. Le grand coffre en bois de sa mère avait disparu. À la place, un canapé moderne, probablement acheté à crédit, trônait au centre de la pièce. Idriss sentit un pincement. C'était encore la maison de ses parents, mais elle ne leur ressemblait plus. Aïcha s'assit à la table. Elle posa un dossier devant elle. Lisse. Il s'assit en face d'elle. Il ouvrit le dossier. Les pages étaient propres.
trop propres. Il reconnut des en-têtes d'hôpital, des montants alignés, des signatures. Son regard se posa sur celle de son père. Il la connaissait. Il l'avait vue sur son acte de naissance. Ici, elle était maladroite, tremblait. Il leva les yeux. « Vous avez fait signer mon père quand il était à l'hôpital ?» Aïcha croisa les mains. Il était conscient. Et ma mère, elle a approuvé. Idriss feuilleta encore. Une clause attira son attention. En cas de non-remboursement dans un délai de 6 mois, la maison devenait propriété du créancier. Qui est le créancier? Aïcha soutint son regard. Moi. Le mot tomba sans détour. Idriss sentit le sol se dérober un instant. Toi, j'ai avancé l'argent manquant. Combien? Elle cita une somme. Idriss calcula mentalement. C'était dérisoire par rapport à ce qu'il avait envoyé. Tu as avancé une fraction et tu as pris la maison. J'ai pris un risque. Il la fixa. Un risque. Elle se pencha légèrement en avant. Idriss, tu étais absent. Tes parents avaient besoin de quelqu'un sur place, quelqu'un qui comprenne les démarches. Je les ai aidés. Il sentit une froideur dans sa voix. Les aider ne signifie pas les expulser de leur chambre. Un silence passa. Ils ont choisi de dormir, derrière, dit-elle. Ils ne voulaient pas me déranger. Le mensonge était presque élégant. Idriss sentit une décision se former en lui. Il pouvait sortir son téléphone, appeler son avocat à Abidjan, lancer une procédure immédiate. Mais il savait que la justice administrative prendrait du temps. Et pendant ce temps, ses parents resteraient dans la cabane. Il la regarda longuement. Pourquoi elle fronça légèrement les sourcils? Pourquoi quoi? Pourquoi faire cela à eux? Pour la première fois, une fissure apparut dans son assurance. Parce que la vie ne récompense pas les faibles, répondit-elle. La phrase resta suspendue. Idriss sentit une froide lucidité l'envahir. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu, c'était une vision du monde. Il referma le dossier. Très bien. Aïcha sembla surprise par son calme. Très bien, oui. Nous irons au notaire ensemble. Elle plissa les yeux. Tu me menaces? Non. Je veux comprendre. Il se leva. Avant de sortir, il s'arrêta. Et en attendant, mes parents réintègrent leur chambre. Le regard d'Aïcha se durcit. Ce n'est pas possible. Il la fixa. Si. Un silence tendu s'installa. Il ne cria pas. Il ne haussa pas la voix. Mais il resta immobile, ancré. Pour la première fois depuis son arrivée, il ne se sentait plus paralysé. Le combat ne serait pas violent. Il serait patient. Et cette patience-là, Idriss l'avait apprise loin du village. Aïcha ne répondit pas tout de suite. Le silence entre eux n'était plus celui d'une conversation inachevée. C'était un affrontement sans éclat de voix, une ligne tracée au sol. Idriss resta debout, les épaules droites, le dossier encore posé sur la table. « Ce n'est pas possible, répéta-t-elle finalement. Les choses ont changé ici. Les choses ont changé. » Idriss regarda autour de lui. Les rideaux neufs, le canapé au coussin impeccable, le carrelage récemment lavé. Tout paraissait plus ordonné que la veille sous la pluie. Pourtant, il ne ressentait aucune chaleur dans cette pièce. « Mes parents ne dormiront plus dans la tôle, dit-il calmement. Aïcha inclina la tête. « Et tu comptes faire quoi? Me mettre dehors ?» La question n'était pas provocatrice. Elle était stratégique. Idriss sentit la tension revenir, mais il refusa de s'y abandonner. Il pensa à son père. À la phrase répétée la veille, ne fais rien dans la colère. « Je ne veux mettre personne dehors, » répondit-il. « Je veux que chacun retrouve sa place. » Un léger sourire passa sur les lèvres d'Aïcha. « Ta place n'est plus ici, Idriss. Tu es un homme de la ville. Les affaires de ce village ne te concernent plus.
Ces mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Sa place. Avait-il perdu sa place en cherchant à construire autre chose? Il repensa aux années de silence, aux visites repoussées, aux excuses formulées à distance. Il n'avait jamais voulu s'éloigner de ses parents, mais il s'était éloigné malgré lui. Était-ce cela qu'Aïcha exploitait? Il posa les mains sur le dossier. Nous irons chez le notaire aujourd'hui. Il n'est pas disponible sans rendez-vous. Je prendrai rendez-vous. Elle le regarda longuement, comme si elle évaluait la portée de son calme. Très bien. Fais comme tu veux. Il sortit sans ajouter un mot. Dans la cour, Sédou était assis sur le banc encore humide. Mariama étendait un pagne au soleil timide. Ils levèrent les yeux vers lui. Idriss sentit une hésitation. Il ne voulait pas leur promettre une victoire. Il ne voulait pas leur donner de faux espoirs. « Nous allons régler cela », dit-il simplement. Sédou hocha la tête. « Tu as vu les papiers ?» ?»« Oui. » Un silence. « Ce n'est pas si simple, » murmura le vieil homme. Idriss s'assit à côté de lui. « Papa, quand tu as signé, tu avais confiance. » Sédou resta immobile un moment. On nous a parlé de saisie, de procédure, de frais supplémentaires. Je ne voulais pas que ta mère retourne à l'hôpital pour rien. J'ai eu peur. Le mot était faible, presque honteux dans sa bouche. Idriss posa sa main sur celle de son père. « Tu n'as rien fait de mal. » Sédou le regarda enfin. « J'ai signé. » La culpabilité pesait dans sa voix. Idriss comprit alors une chose essentielle, son père ne se sentait pas seulement victime. Il se sentait responsable d'avoir ouvert la porte au piège. S'il attaquait frontalement Aïcha, il risquait de raviver cette honte. Il resta silencieux quelques secondes. « Aujourd'hui, nous irons au village voisin, dit-il. Mais avant cela, je veux comprendre autre chose. » Il se tourna vers sa mère. « L'argent que j'ai envoyé, vous l'avez reçu, Mariama acquiesça. »« Oui. »« Où est-il passé ?» Elle hésita. Sédou répondit à sa place. « Une partie a servi pour l'hôpital. Une autre pour les papiers. »« Quels papiers et des frais administratifs ?» dit-il vaguement. Idriss sentit un doute grandir. Il connaissait les systèmes. Il savait que dans les petites localités, certains frais apparaissent sans justification réelle. « Est-ce que quelqu'un vous a conseillé de ne pas m'en parler ?» demanda-t-il doucement. Le regard de Mariama vacilla. Elle ne répondit pas. Ce silence valait une réponse. Idriss sentit une pointe de douleur. Quelqu'un les avait convaincus qu'il valait mieux ne rien lui dire. Peut-être en jouant sur leur fierté. Peut-être en insinuant qu'il était trop occupé, trop loin, trop changé. Il inspira profondément. « À partir d'aujourd'hui, tout ce qui vous concerne me concerne. » Sédou soupira. « Nous ne voulons pas te charger. Ce n'est pas une charge. » Il regarda la cabane derrière eux. « C'est ma famille. » Un voisin passa près de la clôture. Il ralentit, salua brièvement, puis continua son chemin. Idriss sentit que la situation était observée. Jugé en silence. Il pensa alors à un autre choix. Il pouvait utiliser son pouvoir. Faire venir un huissier, alerter les autorités régionales, exposer l'affaire publiquement. Mais cela transformerait le village en champ de bataille. Ses parents deviendraient le centre d'un scandale. Il ne voulait pas les humilier davantage. Il décida d'avancer autrement. « Papa, dit-il, si nous découvrons que ces papiers sont injustes, accepterais-tu de les contester ?» Sédou baissa les yeux. Aller contre quelqu'un du village, ce n'est pas simple. Ce n'est pas contre le village. C'est pour la vérité. Le vieil homme resta silencieux. Mariama posa une main sur son épaule. Nous voulons seulement la paix. La paix. Idriss comprit que pour eux, la paix valait parfois plus qu'une maison.
Mais pour lui, la paix sans dignité n'était qu'une illusion. Il se leva. Nous irons chez le notaire. Ensuite, nous verrons. Il se dirigea vers sa voiture. Avant d'y monter, il jeta un dernier regard vers la maison. La porte était entr'ouverte. Aïcha observait depuis l'ombre. Leurs regards secrets se croisèrent. Elle ne semblait pas inquiète. Pas encore. Idriss démarra. La route vers le village voisin était étroite, bordée de champs encore humides. Il conduisait lentement. Son père était assis à côté de lui, sa mère à l'arrière. Le silence dans l'habitacle était dense. Idriss pensait. Il pensait au contrat qu'il avait signé dans sa vie, aux clauses qu'il avait négociées ligne par ligne, à la précision juridique qu'il exigeait toujours. Et ici, ses parents avaient signé sans comprendre. Il ne se sentait pas supérieur. Il se sentait responsable. Il se promit une chose. Quoi qu'il découvre aujourd'hui, il ne transformerait pas cette affaire en vengeance. Il chercherait la justice. Et la justice, il le savait, demandait plus de patience que de force. La voiture avança vers l'inconnu. Le village voisin s'appelait Andoikro. Plus animé que Kofi Kro, il possédait une petite mairie, une agence bancaire, un dispensaire rénové récemment, et surtout un cabinet notarial installé dans un bâtiment en ciment peint en bleu pâle. Idriss gara la voiture sous un flamboyant dont les fleurs rouges tombaient encore après la pluie. Il coupa le moteur, mais resta un instant immobile, les mains posées sur le volant. Il sentit la présence silencieuse de son père à côté de lui. Seydou regardait droit devant comme s'il s'apprêtait à entrer dans une épreuve qu'il redoutait depuis longtemps. « Nous pouvons encore rentrer » murmura le vieil homme. Idriss tourna la tête vers lui. Et continuait comme si de rien n'était. Seydou ne répondit pas. Mariama, à l'arrière, tenait son sac serré contre elle. Idriss savait qu'elle y avait glissé les copies des reçus d'hôpital soigneusement conservés malgré l'humidité. Il sortit de la voiture. L'air était lourd, mais le ciel s'éclaircissait. Des enfants jouaient plus loin, éclaboussant les flaques avec insouciance. Le cabinet notarial n'avait rien d'impressionnant. Une plaque métallique indiquait « Maître Kofi Yao notaire ». Idriss sentit une pointe d'ironie intérieure. Il avait l'habitude des cabinets aux façades vitrées, aux secrétaires, en tailleur impeccable. Ici, une simple porte en bois, entr'ouverte, laissait voir une salle d'attente aux chaises en plastique. Il entra le premier, une jeune femme leva les yeux derrière un bureau modeste. « Bonjour, nous voudrions voir Maître Yao. »« Avez-vous rendez-vous, non ?» Elle hésita, puis jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Attendez. » Ils s'assirent côte à côte. Idriss observa les murs diplômes encadrés photos officielles avec des autorités locales. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour imposer une certaine légitimité. Il se demanda combien de familles avaient signé ici sans comprendre. Au bout de quelques minutes, une voix appela « Entrez ». Maître Yao était un homme d'une 50aine d'années, corpulent, lunettes fines, chemise soigneusement repassée. Son regard était évaluateur. Il reconnut immédiatement Seydou. « Ah, monsieur connaît. » Il esquissa un sourire prudent. « Que puis-je pour vous ?» Idriss s'avança. « Je suis son fils, Idriss connaît. » Un léger changement passa dans les yeux du notaire. Il connaissait ce nom. Idriss le vit. « Enchanté, dit-il en se levant à moitié. » Ils se serrèrent en la main. Idriss sentit la pression mesurée, ni trop ferme, ni trop molle. Un homme habitué aux équilibres. « Nous venons au sujet des documents signés concernant la maison familiale, » dit Idriss calmement. Le notaire hocha la tête. Tout est en règle. La réponse était rapide, trop rapide. Idriss sortit le dossier qu'il avait apporté. « J'aimerais comprendre certaines clauses. » Maître Yao s'assit lentement. « Bien sûr. » Il parcourut les pages avec une aisance professionnelle. Comme vous pouvez le constater, vos parents ont signé un acte de reconnaissance de dette assorti d'une garantie hypothécaire.
Une garantie qui transfère la propriété en cas de non-remboursement dans les 6 mois, précisa Idriss. Exactement. Quelle était la somme exacte? Le notaire cita un montant. Idriss ne scia pas. Pouvez-vous me montrer les justificatifs des frais hospitaliers correspondants? Un silence discret s'installa. Maître Yao retira ses lunettes, les nettoya soigneusement. Les documents ont été fournis au moment de la signature. Je voudrais les voir. Le notaire hésita. Ils ne sont pas ici. Idriss sentit une tension subtile. Où sont-ils? Probablement chez la créancière, c'est-à-dire Aïcha Traoré. Le notaire ne répondit pas directement. Elle a avancé les fonds nécessaires. En espèces, par virement, un autre silence. Idriss observait chaque micro-expression. Il avait appris à lire les hésitations. Cela importe peu, dit finalement Maître Yao. L'essentiel est que la dette existait. Idriss pencha légèrement la tête. Existait-elle vraiment? Le notaire releva les yeux. Que voulez-vous insinuer, rien? Je pose une question simple. Sédou remua légèrement sur sa chaise. Idriss sentit son inconfort. Il adoucit sa voix. Maître mon père n'a qu'une instruction limitée. Était-il pleinement informé des conséquences? Je lui ai expliqué. A-t-il eu accès à un conseil indépendant? Le notaire fronça les sourcils. Ce n'est pas obligatoire. Idriss inspira lentement. Légalement, peut-être pas, moralement. Un silence plus lourd tomba. Mariama baissa les yeux. Idriss sentit qu'il avançait sur une ligne fragile. Il pouvait attaquer frontalement, accuser de manipulation, menacer d'une enquête. Mais il choisit une autre voie. « Je ne suis pas venu pour accuser, dit-il doucement. Je veux comprendre si mes parents ont été protégés dans cette procédure. » Le notaire le fixa longuement. Tout a été fait conformément à la loi. Conformément à la loi. Idriss connaissait cette formule. Elle pouvait couvrir beaucoup de choses. Alors je souhaiterais une copie intégrale du dossier, y compris les justificatifs médicaux et les preuves de paiement. Le notaire hésita. Cela prendra du temps. Je peux attendre. Le silence se prolongea. Enfin, Maître Yao se leva. Revenez cet après-midi. Idriss comprit qu'il ne donnerait rien de plus pour l'instant. Ils sortirent. Dans la rue, le soleil avait percé les nuages. Sédou marcha lentement. « Tu crois qu'ils ont menti ?» demanda-t-il d'une voix basse. Idriss réfléchit avant de répondre. « Je crois qu'ils ont profité d'une situation. »« Mais j'ai signé, » répéta son père. Idriss s'arrêta. « Papa signer sous pression, ce n'est pas choisir librement. » Sédou resta silencieux. Mariama murmura « Nous ne voulions pas faire de scandale. » Idriss comprit que la peur du scandale avait été leur principale faiblesse. Il sentit alors une autre inquiétude naître en lui. Et si le dossier était parfaitement monté? Si tout était légal, même si injuste? Il devrait alors choisir. Accepter la perte pour préserver la paix, ou contester au risque de diviser le village. La justice n'était pas seulement une question de droit, c'était une question de conséquences. Il leva les yeux vers le ciel éclairci. Il ne savait pas encore quelle décision il prendrait. Mais il savait une chose, cette affaire ne se réglerait pas seulement dans un bureau. Elle se jouerait dans les regards du village et dans le cœur de son père. Ils ne rentrèrent pas tout de suite à Kofikro. Idriss proposa de marcher un peu dans Ndouakro comme pour laisser retomber la tension. Sédou accepta sans enthousiasme. Mariama suivait en silence, son sac toujours serré contre elle. Ils passèrent devant le dispensaire. Le bâtiment était plus propre que dans ses souvenirs. Une plaque neuve indiquait « Centre de santé communautaire », rénové avec le soutien de partenaires privés. Idriss observa la façade. Il se demanda si c'était ici que tout avait commencé.
C'est ici que tu as été hospitalisé, demanda-t-il à sa mère. Mariama hocha la tête. Oui. Tu te souviens des montants qu'on t'a demandés? Elle hésita. On nous parlait surtout des médicaments, des examens. On disait que tout augmentait. Idriss sentit une pointe d'amertume. Il avait transféré l'argent dès le premier appel. Il se souvenait même avoir ajouté une marge pour éviter justement ce genre de situation. « Qui vous a parlé du notaire ?» demanda-t-il. Sédou répondit. Aïcha. Le nom tomba comme une évidence désormais. Elle disait qu'elle connaissait les démarches, que c'était plus sûr de tout formaliser. Idriss observa l'entrée du dispensaire. Des patients attendaient sur des bouquets, sur des bancs en béton. Certains semblaient fatigués, résignés. Il comprit alors quelque chose de plus large. Aïcha n'avait pas seulement profité d'une faiblesse individuelle. Elle avait exploité un système flou où les gens signent pour ne pas être exclus des soins où la peur de la maladie l'emporte sur la prudence. « Papa, quand vous avez signé, est-ce que quelqu'un d'autre était présent ?» demanda-t-il. Sédou réfléchit. Le notaire, Aïcha, et un homme que je ne connaissais pas. Quel genre d'homme bien habillé. Il parlait peu. Idriss sentit une alerte intérieure, un témoin, un complice. Il se força à rester calme. Ils s'assirent à l'ombre d'un arbre. Cet homme, il a signé quelque chose. Je ne sais plus. La mémoire de son père semblait embuée par la honte. Idriss posa doucement la main sur son épaule. « Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas de tout. » Sédou soupira. « J'aurais dû t'appeler. » La phrase était simple mais chargée. Idriss sentit une douleur sourde. Peut-être. Mais j'aurais dû venir plus souvent. Le vieil homme secoua la tête. Tu as construit ta vie. Nous étions fiers. Fiers. Ce mot le blessa davantage que le reste. Il se rappela les cérémonies à Abidjan, les discours où l'on citait son nom. Il avait toujours pensé honorer sa famille. Et pourtant, ici, ses parents mangeaient sous la pluie. Un groupe d'hommes passa près d'eux. L'un d'eux, un ancien camarade d'école d'Idriss, ralentit. « Idriss, c'est bien toi ?» Il reconnut Moussa plus âgé, le visage marqué par le soleil. Ils se serrèrent la main. « On dit que tu es devenu grand patron à Abidjan, » dit Moussa, avec un sourire ambigu. « Je travaille, » répondit simplement Idriss. Moussa jeta un regard vers Sédou et Mariama. « Les choses ne sont pas simples en ce moment, hein ?» La phrase était vague, mais lourde de sous-entendus. « Que veux-tu dire ?» demanda Idriss. Moussa hésita puis baissa la voix. « Les gens parlent. Certains disent que tes parents ont mal géré. D'autres disent qu'ils ont été naïfs. » Idriss sentit la tension revenir. « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Moussa haussa les épaules. « Je pense que quand on est absent longtemps, d'autres prennent la place. » La phrase n'était pas accusatrice. Elle était presque fataliste. Idriss remercia brièvement et le laissa partir. Il comprit alors que le conflit dépassait le cadre juridique. C'était une bataille de récits. Aïcha avait probablement raconté sa version. Celle d'une femme qui sauve une famille désorganisée, celle d'un fils riche mais distant. S'il voulait rétablir la vérité, il devrait affronter non seulement des papiers, mais des perceptions. « Papa, est-ce que quelqu'un t'a reproché mon absence ?» demanda-t-il doucement. Sédou resta silencieux un instant. Certains disaient que tu avais changé, que la ville t'avait transformé. Et toi, je savais que tu n'avais pas oublié. La confiance dans la voix de son père lui donna du courage. Mais il savait que la confiance ne suffisait pas à convaincre un village. Ils retournèrent à la voiture. Sur le trajet du retour vers Kofikro, Idriss réfléchissait. Il pouvait choisir la confrontation directe, ou il pouvait chercher un terrain plus large. Il se souvint alors d'un homme respecté dans la région, le chef du quartier de Kofikro, un ancien instituteur que tout le monde écoutait encore. Peut-être fallait-il d'abord passer par lui. Pas pour juger, pour exposer les faits,
Papa, acceptes-tu que nous parlions au chef ce soir demanda-t-il. Sédou sembla hésiter. Cela fera parler. On parle déjà. Un long silence. D'accord, finit-il par dire. Mariama resta muette, mais Idriss sentit qu'elle avait peur. Pas de la vérité. Du tumulte qu'elle pourrait provoquer. En arrivant à Kofikro, il aperçut Aïcha devant la maison discutant avec deux femmes. Elle leva les yeux en les voyant revenir. Un sourire maîtrisé passa sur son visage. Idriss descendit de voiture. Il ne dit rien. Mais au fond de lui, une décision était prise. Il ne laisserait pas cette affaire se réduire à une querelle privée. Il fallait que la lumière soit faite. Et cette lumière, il allait la chercher avec patience, même si cela signifiait exposer des blessures anciennes. Le combat changeait de nature. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer une maison. Il s'agissait de rendre à ses parents une place visible, une place que personne ne pourrait leur contester. Le soleil déclinait lentement quand Idriss se dirigea vers la maison du chef du quartier. Kofikro n'était pas grand, mais chaque ruelle semblait porter un regard. Il sentait les conversations s'interrompre à son passage. Pas d'hostilité ouverte, plutôt une attente. Sédou marchait à côté de lui, le pas plus court que d'habitude. Mariama avait préféré rester derrière, prétextant la fatigue. Idriss comprenait. Elle redoutait l'exposition. La maison du chef ancien, instituteur nommé Monsieur Bédier, se trouvait à l'angle de la place centrale. Un manguier ancien étendait son ombre sur la cour. Idriss frappa. Une voix grave répondit « Entrez ». Monsieur Bédier était assis à une table en bois entourée de cahiers et de vieux livres. Même à la retraite, il gardait l'allure d'un homme qui corrige des copies. Il leva les yeux et observa Idriss longuement. « Tu es revenu ?» dit-il simplement. Il n'y avait ni reproche ni chaleur dans sa voix. Juste un constat. « Oui », répondit Idriss. Sédou salua respectueusement. Le chef leur fit signe de s'asseoir. Un silence s'installa chargé de tout ce qui n'était pas encore dit. « J'imagine que tu viens pour la maison », finit-il par déclarer. Idriss sentit que l'affaire n'était un secret pour personne. « Je viens comprendre », répondit-il. Monsieur Bédier hocha lentement la tête. Comprendre demande d'écouter, pas seulement de parler. Idriss accepta d'un signe. Le chef posa les mains sur la table. Aïcha est venue me voir il y a quelques mois. Elle m'a dit que tes parents avaient accumulé des dettes importantes. Elle affirmait que tu n'en voyais plus rien. Idriss sentit un choc. Ce n'est pas vrai. Je le sais maintenant, dit calmement le chef. Mais à l'époque, elle montrait des factures, des chiffres. Elle parlait d'urgence. Il tourna son regard vers Sédou. Tu m'as confirmé qu'il y avait des frais. Sédou baissa la tête. Oui. Idriss comprit alors la stratégie. En contrôlant l'information, Aïcha avait façonné le récit. « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» demanda-t-il sans agressivité. Monsieur Bédier le fixa. « Parce que ton père m'a demandé de ne pas le faire. » Idriss tourna la tête vers Sédou. Le vieil homme évita son regard. « Je ne voulais pas que le village pense que je mendiais auprès de mon fils riche. » La phrase était lourde de dignité blessée. Idriss sentit un mélange de douleur et de compréhension. Son père n'avait pas voulu passer pour un homme incapable de gérer sa maison. Et maintenant, demanda Idriss au chef. Maintenant, la situation est plus complexe. Il prit un cahier et l'ouvrit. Officiellement, les documents sont valides. Le notaire les a enregistrés. Juridiquement, Aïcha est dans son droit. Idriss serra les dents. Et moralement, le chef resta silencieux quelques secondes. Moralement, beaucoup ici trouvent que la manière est discutable, mais personne ne veut créer un conflit ouvert. Voilà le cœur du problème.
Le village préférait l'équilibre fragile à la justice tranchante. « Si je conteste officiellement, que se passera-t-il » demanda Idriss. Le chef croisa les doigts. « Cela divisera les familles. Certains soutiendront Aïcha, d'autres vous soutiendront. Les rancœurs anciennes ressortiront. » Idriss sentit le poids de la décision. Il pouvait récupérer la maison, peut-être. Mais à quel prix? « Et si je ne fais rien ?» demanda-t-il. Le chef répondit sans détour. « Tes parents resteront dans l'ombre, et le récit d'Aïcha deviendra vérité. » Le mot « vérité » résonna étrangement. Idriss comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bien matériel. Il s'agissait de la mémoire collective. Il regarda son père. « Papa, que veux-tu » ? Veux-tu, Seydou resta longtemps silencieux. Puis il dit d'une voix basse, « Je veux que ta mère ne soit plus regardée comme une femme qui a perdu sa maison. » Idriss sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas la maison en elle-même, c'était le regard des autres. Il se tourna vers le chef. « Si nous demandons une réunion publique, une médiation devant tout le monde, Monsieur Bédier réfléchit. Cela peut se faire. Mais il faudra des preuves solides. Sinon cela tournera contre vous. Preuves. » Idriss repensa au justificatif manquant à l'homme inconnu présent lors de la signature. Il sentit une détermination plus claire. « Donnez-nous 3 jours, dit-il. Ensuite, convoquez la réunion, le chef l'observa attentivement. « Tu es sûr de vouloir exposer cela ?» Idriss pensa à la pluie, au bol trempé à la cabane en tôle. « Oui. » Ils se levèrent. En sortant, Idriss sentit la nuit tomber. Les lampes à pétrole s'allumaient une à une. Sur le chemin du retour, Seydou parla peu. Mais avant d'arriver à la maison, il posa une question. « Et si tu découvres que tout est légal ?» Idriss s'arrêta. Il regarda les étoiles naissantes. « Alors, je choisirai quand même la dignité. » Comment en restant ici? En reconstruisant autrement. Sans violence. Seydou ne répondit pas. En approchant de la maison, ils virent Aïcha assise devant la porte entourée de 2 femmes. Les rires cessèrent quand ils passèrent. Idriss sentit que la nouvelle de leur visite au chef se répandrait vite. Il entra dans la cabane derrière la maison. Mariama les attendait. Alors demanda-t-elle. Idriss s'assit face à elle. « Il y aura une réunion. » Elle pâlit légèrement. Tout le village, oui, un silence pesant. « Cela va être difficile, » murmura-t-elle. Idriss prit sa main. « Maman, tu n'as rien fait de mal. » Elle le regarda longuement. Parfois, la vérité blesse plus que le mensonge. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais il savait aussi que le mensonge, s'il s'installait, devenait une seconde peau. Cette nuit-là, Idriss ne dormit presque pas. Il pensait aux 3 jours à venir. Il devait retourner voir le notaire, obtenir les pièces manquantes, peut-être interroger le dispensaire. Il n'était plus seulement un fils. Il était devenu le défenseur d'un récit, et il savait que ce combat ne se gagnerait pas par la force. Il se gagnerait par la patience. Le lendemain, Idriss se leva avant l'aube. Le village dormait encore. Seuls quelques coqs troublaient le silence fragile. Il sortit de la cabane en tôle sans faire de bruit. La maison principale était plongée dans l'ombre. Aïcha n'était pas visible. Il avait 3 jours. 3 jours pour transformer des soupçons en faits. Il prit la voiture et reprit la route vers Ndouakro. Cette fois, il n'emmena pas ses parents. Il voulait observer, questionner, sans les exposer davantage. Le dispensaire ouvrait à peine quand il arriva. Une infirmière balayait l'entrée. Il se présenta calmement. « Je voudrais consulter le dossier médical de Mariama Koné. » Elle leva les yeux. « Vous êtes de la famille, son fils. » Elle hésita. Il faut l'autorisation écrite de la patiente. Il avait prévu cela. Il sortit un papier signé de sa mère.
Elle disparut à l'intérieur. Idriss attendit sur le banc en béton. Il regardait les patients arriver. Certains tenaient des enveloppes brunes contenant leurs documents. Il voyait dans leurs gestes la même appréhension que celle qu'il avait vue chez son père. L'infirmière revint avec un dossier fin, voilà. Idriss s'assit et ouvrit les pages. Les examens étaient listés, les médicaments notés, les montants également. Il calcula mentalement. La somme totale était inférieure à ce qu'Aïcha avait déclaré. Bien inférieure. Il relut attentivement. Il n'y avait aucune mention de frais supplémentaires exorbitants. Il sentit une certitude naître. Quelqu'un avait gonflé les chiffres. « Excusez-moi », dit-il à l'infirmière. « Est-ce que des frais administratifs peuvent être ajoutés après coup ?» Elle fronça les sourcils. « Non. Tout est noté ici. Est-ce que qu'un tiers peut régler une partie et réclamer ensuite une dette différente, pas sans justificatif officiel ?» Idriss referma le dossier lentement. « Merci. » En sortant, il sentit son cœur battre plus fort. Il ne détenait pas encore une preuve définitive, mais l'écart était réel. Il se rendit ensuite à la petite agence bancaire. Il demanda un relevé des virements effectués à ses parents durant l'année passée. Le conseiller consulta l'ordinateur. Les montants ont bien été crédités. Ont-ils été retirés en totalité? Oui. Peu de temps après chaque virement. Idriss sentit un frisson. Qui effectuait les retraits? Toujours Monsieur Koné. Il hocha la tête. Donc l'argent avait bien été retiré. Mais à quoi avait-il servi exactement? Il remercia et sortit. Sur le chemin du retour, il décida de s'arrêter chez Maître Yao. Cette fois, il n'attendit pas. Il entra directement dans le bureau, le notaire leva les yeux surpris. « Vous êtes rapide. J'ai consulté le dispensaire. » Un silence discret. Et les montants ne correspondent pas à ceux indiqués dans l'acte. Maître Yao ajusta ses lunettes. Les frais peuvent évoluer. Pas de cette manière. Le notaire resta calme. Avez-vous une preuve écrite? Idriss posa le dossier médical sur la table. Voici le total officiel. Le notaire parcourut les pages. Son visage resta neutre, mais Idriss perçut une tension dans sa mâchoire. « Il peut y avoir d'autres dépenses, dit-il finalement. »« Lesquelles, silence ?» Idriss décida d'aller plus loin. Qui était l'homme présent lors de la signature? Le notaire leva brusquement les yeux. « De quoi parlez-vous? Mon père se souvient d'un homme supplémentaire. » Un léger trouble passa dans le regard du notaire. Un témoin peut-être. Son nom? Le notaire ne répondit pas immédiatement. Je devrais vérifier. Idriss comprit qu'il touchait un point sensible. Il se leva. Je vous demande officiellement une copie intégrale du dossier, y compris l'identité des témoins et les justificatifs financiers. Cela prend du temps. La réunion publique aura lieu dans 3 jours. Le notaire plissa les yeux. Une réunion publique? Oui. Un silence tendu s'installa. Le notaire semblait mesurer les conséquences. Vous jouez avec le feu, monsieur Koné. Idriss soutint son regard. Je cherche la lumière. Il sortit. Sur la route du retour, il sentit une montée d'adrénaline, mais avec elle une inquiétude. S'il exposait ses incohérences publiquement, il risquait d'humilier le notaire. Et un homme humilié pouvait devenir dangereux. En arrivant à Kofikro, il aperçut un petit groupe rassemblé près de la maison. Aïcha parlait avec animation. Quand elle le vit, elle interrompit sa phrase. « Tu sembles occupé ces jours-ci » dit-elle avec un sourire glacé. « Oui. »« On dit que tu veux organiser une réunion, c'est exact. » Les femmes autour d'elle échangèrent des regards. Aïcha se leva lentement. « Tu crois vraiment que salir le nom de ta famille devant tout le monde va arranger les choses ?» Idriss sentit une pointe de colère, mais il la retint. « Je veux simplement que chacun entende les faits. Les faits peuvent être interprétés. Alors laissons-les parler d'eux-mêmes.
Elle s'approcha d'un pas. « Et si tes preuves ne suffisent pas ?» La question était posée comme un défi. Idriss la regarda longuement. « Alors, j'assumerai. » Un silence lourd tomba. Il comprit qu'elle testait sa détermination. Elle voulait voir s'il reculerait face au risque. Il ne recula pas. « 3 jours, répéta-t-il calmement. Il entra dans la cour sans ajouter un mot. Derrière lui, les murmures reprirent. Dans la cabane, Sédou l'attendait. Alors Idriss s'assit. Il y a des incohérences. Le vieil homme sembla inquiet. Cela peut devenir grave. Peut-être. Sédou posa une main tremblante sur son bras. « Je ne veux pas que tu perdes ta paix pour nous. » Idriss le regarda. « Ma paix ne vaut rien si vous perdez votre dignité. » Ces mots sortirent sans calcul. Il comprit alors que le combat dépassait désormais la maison. Il s'agissait de rétablir une vérité devant tous. Et cette vérité même fragile pouvait changer le regard du village. La nuit tomba sur Kofikro. Les étoiles brillaient au-dessus de la cour. Idriss savait que les prochains jours décideraient non seulement de la propriété d'une maison, mais de la place de ses parents dans la mémoire collective. Et il était prêt à aller jusqu'au bout. La veille de la réunion, l'air à Kofikro semblait plus lourd que d'habitude. Idriss le ressentait dans les regards fuyants, dans les salutations plus brèves, dans les silences qui s'étiraient quand il approchait. Le village tout entier retenait son souffle. Il passa la matinée à classer les documents sur la petite table en bois de la cabane. Le dossier médical du dispensaire, les relevés bancaires, les copies de l'acte notarié. Il relisait chaque ligne avec une attention presque maniaque. Sédou l'observait en silence. « Tu crois que cela suffira ?» demanda-t-il finalement. Idriss posa les papiers. « Je ne sais pas. » Il disait la vérité. Il avait des incohérences, des zones d'ombre, mais il n'avait pas encore la preuve irréfutable d'une fraude. Et il savait que face au notaire et à Aïcha, chaque détail serait scruté. Mariama, assise à l'entrée de la cabane, égrenait un chapelet en silence. « On parle beaucoup, » murmura-t-elle. « Certains disent que tu veux humilier Aïcha. » Idriss sentit une pointe de lassitude. « Je ne veux humilier personne. » Pourtant, elle pleure chez les voisines, dit doucement sa mère. Elle dit qu'elle a tout fait pour nous aider. Il ferma les yeux un instant. Voilà le danger. Aïcha avait compris qu'une bataille publique ne se gagnait pas seulement avec des papiers, mais avec des émotions. Il se leva. « Papa, quand tu as signé, est-ce qu'on t'a laissé le temps de réfléchir ?» Sédou fronça les sourcils. On disait que l'hôpital attendait le paiement final, que sans cela, le dossier resterait ouvert. Et tu as cru que c'était urgent. Oui. Idriss hocha la tête. Il voyait le mécanisme pression, urgence, peur. Est-ce qu'on t'a expliqué que la maison pouvait être perdue définitivement? Sédou hésita. On parlait de garantie temporaire. Temporaire. Toujours ce mot. Idriss sentit la colère revenir, mais cette fois dirigée vers la manipulation subtile. Il prit une décision intérieure. Demain, il ne se contenterait pas de chiffres. Il parlerait de dignité. En fin d'après-midi, il se rendit seul chez Maître Yao pour récupérer les copies promises. Le notaire l'accueillit avec un visage fermé. Voici les documents. Idriss parcourut les nouvelles pages. Il trouva enfin le nom du témoin, un certain Kader Nguessan. « Qui est-il » demanda-t-il. « Un agent administratif indépendant » répondit le notaire. Indépendant de qui, le notaire ne répondit pas directement. Il atteste simplement que la signature a été apposée en toute conscience. Idriss sentit une pointe d'ironie intérieure. Conscience ? Il remercia brièvement et sortit. Sur le chemin du retour, il s'arrêta devant une petite boutique. Il entra. « Vous connaissez Kader Nguessan » demanda-t-il au propriétaire.
L'homme leva les yeux. Celui qui travaille parfois avec le notaire Idriss sentit une tension. Oui, il n'est pas du village. Il vient quand il y a des signatures importantes. Le mot résonna étrangement. Vous l'avez déjà vu ici le jour où mes parents ont signé. Le commerçant réfléchit. Oui, je crois. Il est venu en moto avec Aïcha. Idriss sentit son cœur accélérer. Avec Aïcha, oui. Il remercia et sortit. L'image se dessinait plus clairement. Le témoin n'était pas un hasard. Il faisait partie du dispositif. En rentrant à Coffee Crow, il trouva la cour animée. Le chef du quartier était déjà là, discutant avec quelques anciens. La réunion aurait lieu le lendemain à l'ombre du grand manguier central. Idriss sentit le poids de l'événement. Il s'approcha du chef. « Tout est prêt ?»« Oui, tout le monde sera là. Même Aïcha. » Elle a confirmé. Un silence passa entre eux. « Tu dois être prêt à entendre des choses difficiles, » dit doucement le chef. Idriss hocha la tête. La nuit tomba plus tôt que d'habitude, du moins c'est ainsi qu'il le ressentit. Dans la cabane, il étala encore les documents. Seydou s'assit en face de lui. « Mon fils ?» Idriss leva les yeux. « Si demain les gens me regardent comme un homme faible, je supporterai. Ce n'est pas de faiblesse qu'il s'agit, papa. Si la maison est légalement perdue, je l'accepterai. » Idriss sentit une douleur vive. Et la manière Seydou resta silencieux. « La manière compte, » insista Idriss. « On ne traite pas des parents comme une clause dans un contrat. » Mariama posa sa main sur celle de son fils. « N'oublie pas de rester humble. » Il hocha la tête. Cette phrase résonnait plus fort que tout. Rester humble. Il savait que sa réussite pouvait être perçue comme une arrogance. S'il apparaissait comme un homme riche venu écraser une femme seule, il perdrait la sympathie du village. Il devait parler comme un fils, pas comme un patron. Il passa une grande partie de la nuit à répéter intérieurement ce qu'il dirait. Pas d'accusation directe, des questions, des faits, et surtout le témoignage de son père. À l'aube, il sortit. Le ciel était clair. Sous le manguier central, les chaises en plastique commençaient à être disposées. Des groupes se formaient déjà. Il aperçut Aïcha vêtue d'un boubou blanc impeccable. Elle parlait doucement à quelques femmes le visage grave. Quand elle croisa son regard, elle ne sourit pas. Il sentit l'affrontement approcher. Mais au lieu de colère, il ressentit une étrange clarté. Il ne se battait pas pour récupérer une propriété. Il se battait pour que ses parents ne soient plus obligés de manger sous la pluie. Et cela, aucun contrat ne pouvait le justifier. Il inspira profondément. La réunion allait commencer. Le grand manguier projetait une ombre large et presque solennelle sur la place centrale de Coffee Crow. Les chaises ici, plastiques, formaient un cercle irrégulier. Les anciens étaient déjà assis. Les femmes se tenaient légèrement en retrait. Les jeunes restaient debout, curieux, silencieux. Idriss sentit son cœur battre plus fort en s'avançant avec Seydou et Mariama. Il ne portait pas de costume cette fois. Une chemise simple, des sandales, le visage sans artifice. Il voulait être vu comme un fils, pas comme un homme d'affaires. Aïcha était installée en face droite, le regard calme. À sa droite, Maître Yao. À sa gauche, un homme qu'Idriss reconnut aussitôt Kader Nguessan. Le témoin. Le chef du quartier se leva. Nous sommes réunis pour entendre les parties concernant la maison de la famille Koné. Que chacun parle avec respect. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Le chef se tourna vers Idriss. « Tu as demandé cette réunion. Parle. » Idriss se leva lentement. Il balaya l'assemblée du regard. Il vit des visages qu'il connaissait depuis l'enfance, d'autres plus jeunes qui ne le connaissaient qu'à travers des rumeurs. Il prit une inspiration. « Je ne suis pas revenu pour accuser,
Je suis revenu parce que j'ai vu mes parents manger sous la pluie. Un silence immédiat. Je ne parle pas d'argent, je parle de dignité. Il posa les documents sur une petite table au centre. On dit qu'ils avaient des dettes. J'ai consulté le dispensaire. Voici les montants officiels. Il montra les pages. Des têtes se penchèrent. La somme indiquée dans l'acte notarié est supérieure. Un murmure parcourut le cercle. Maître Yao se racla la gorge. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter. Idriss tourna vers lui un regard calme. Lesquels, il ne figure pas dans le dossier médical. Le notaire resta silencieux quelques secondes. Aïcha prit la parole. « J'ai avancé l'argent pour éviter que la situation ne s'aggrave. J'ai pris un risque. » Sa voix était posée presque fragile. Sans moi, ils auraient tout perdu plus tôt. Idriss la regarda. « Tu as avancé combien ?» Exactement, elle cita la somme déjà mentionnée. Idriss hocha la tête. « Une somme que j'aurais pu payer si on m'avait appelé. » Aïcha soutint son regard. « Tu étais absent. » Le mot flotta comme une accusation collective. Plusieurs têtes acquiescèrent discrètement. Idriss sentit la tension monter. Il aurait pu répondre sèchement, se défendre. Il choisit autre chose. Oui, j'étais loin. Mais j'envoyais de l'argent régulièrement. Les relevés bancaires le montrent. Il montra les copies. Un homme dans l'assemblée murmura « C'est vrai. C'est vrai. » Aïcha ne se laissa pas déstabiliser. L'argent renvoyé ne couvrait pas tout. Alors, pourquoi ne pas avoir informé clairement mes parents des conséquences ? Demanda Idriss. Le chef intervint. Monsieur Koné, expliquez-nous comment la signature a été faite. Sédou se leva lentement. Idriss sentit une pointe d'inquiétude. Son père n'aimait pas parler en public. Le vieil homme regarda le sol un instant, puis leva les yeux. On m'a dit que si je ne signais pas la maison, serait saisie. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. On m'a dit que c'était temporaire, le temps de rembourser. Il tourna légèrement la tête vers Aïcha sans colère. Je n'ai pas compris que cela pouvait devenir définitif. Aïcha secoua la tête. Je lui ai tout expliqué. Kader Nguessan prit la parole. J'étais présent. La signature a été faite en toute conscience. Idriss le fixa. Vous êtes venu avec Aïcha ce jour-là. Un léger flottement. Je me déplaçais pour le notaire. Avec elle, cela n'a pas d'importance. Mais pour Idriss, cela en avait. Il sentit le regard du village se tourner vers Kader. « Étiez-vous rémunéré par elle ?» demanda-t-il. Un silence tendu. Maître Yao intervint. « Ce genre de question n'a pas sa place ici », s'y répondit Idriss calmement. « Parce que cela concerne l'impartialité. » Le chef leva la main pour rétablir le calme. Aïcha inspira profondément. « Vous voulez me faire passer pour une manipulatrice. Mais qui s'est occupé d'eux quand vous étiez à Abidjan? Qui les a accompagnés à l'hôpital, qui a payé les médicaments en attendant? Plusieurs femmes acquiescèrent. Idriss sentit le terrain se déplacer. Il comprenait qu'Aïcha jouait sur la reconnaissance. Il prit une décision. « Je ne nie pas que tu les as aidés, je te remercie même pour cela. » Un murmure surpris. Aïcha le regarda déstabilisé. Mais aider ne donne pas le droit de prendre la maison sans explication claire. Le chef intervint doucement. « Madame Traoré, avez-vous informé la famille que la garantie devenait propriété définitive en cas de non-remboursement ?» Elle hésita une fraction de seconde. « C'était écrit dans l'acte. Écrit n'est pas toujours compris, répondit le chef. Le silence tomba lourdement. Idriss sentit que le moment était crucial. Il pouvait exiger l'annulation immédiate ou proposer autre chose. Il pensa aux mots de son père « Ne fais rien dans la colère ». Il prit une inspiration. « Je ne demande pas la punition d'Aïcha.
Je demande que la maison soit restituée et que la somme réellement avancée soit remboursée avec intérêt. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas une attaque, c'était une proposition. Aïcha resta figée. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Idriss soutint son regard. « Alors je saisirai la justice formelle. » Le chef hocha la tête. « La proposition est raisonnable. » Le notaire resta silencieux. Le village retenait son souffle. Aïcha baissa les yeux un instant. Idriss vit quelque chose passer dans son regard. Pas de la colère, de la peur. Elle comprenait que le récit qu'elle avait construit commençait à se fissurer. Le chef conclut « Nous suspendons la réunion pour ce soir. Madame Traoré, vous avez 24 heures pour réfléchir. » Les chaises raclèrent le sol. Les groupes se reformèrent. Idriss resta immobile. Il ne ressentait pas de victoire, seulement un poids immense. Sédou posa une main sur son épaule. « Tu as parlé avec respect. » Idriss hocha la tête. Mais au fond de lui, il savait que la décision d'Aïcha pourrait encore tout changer. La nuit tombait sur Kofikro. Le dénouement approchait. La nuit qui suivit la réunion fut la plus longue depuis le retour d'Idriss. Le village semblait calme, mais cette tranquillité avait quelque chose de fragile. On entendait des voix basses derrière les murs, des discussions étouffées, des hypothèses murmurées. La décision d'Aïcha n'était pas seulement une affaire privée. Elle devenait un point d'équilibre pour tout Kofikro. Dans la cabane, Seydou s'était endormi tôt épuisé par l'effort d'avoir parlé en public. Mariama, elle, restait assise près de la porte, regardant l'obscurité. Idriss ne trouvait pas le sommeil. Il repensait à chaque mot prononcé sous le manguier. Avait-il été trop ferme? Pas assez. Avait-il humilié Aïcha, malgré lui? Il savait que la justice pouvait parfois blesser autant que l'injustice. Vers minuit, il entendit des pas dans la cour. Il sortit doucement. Aïcha se tenait là seule, sous la lumière faible d'une lampe à pétrole. Elle ne portait plus le boubou blanc impeccable de la réunion. Son foulard était lâche, son visage fatigué. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Non. Un silence. Elle ne le regardait pas directement. « Tu crois que je suis un monstre ?» La question le surprit. Il réfléchit avant de répondre. « Je crois que tu as saisi une opportunité. » Elle leva les yeux. « Une opportunité ?» « Oui. Une faille, une absence, une peur. » Elle serra les bras autour d'elle. « Tu ne sais pas ce que c'est que de n'avoir rien, Idriss. » Il resta silencieux. « Tu es parti, poursuivit-elle. Tu as réussi. Moi, je suis resté ici, à regarder les autres avancer. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai voulu assurer ma sécurité. » Sa voix n'était plus agressive. Elle était presque brisée. « Assurer ta sécurité en prenant la maison de deux vieux. Je n'ai pas voulu les jeter dehors. Mais tu l'as fait. » Un silence lourd. Elle détourna le regard. Je pensais qu'il s'adapterait. Cette phrase le frappa. S'adapter. Comme si l'humiliation pouvait devenir une habitude. « Aïcha, dit-il doucement, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de regard, de respect. » Elle resta silencieuse. « Demain, reprit-il, tu as encore le choix. » Elle inspira profondément. « Et si je rends la maison, que restera-t-il pour moi ?» La peur était nue dans sa voix. Idriss comprit alors quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir. Elle aussi avait peur. Pas de la justice, de redevenir invisible. Il répondit avec lenteur, « Si tu rends la maison, tu garderas ta dignité. » Elle esquissa un sourire triste. La dignité ne nourrit pas. Elle permet de dormir. Le silence s'étira. Finalement, elle se détourna. « Nous verrons demain. » Elle rentra dans la maison. Idriss resta dans la cour, le regard levé vers les étoiles. Il savait que rien n'était encore gagné.
Le lendemain, le village se rassembla de nouveau sous le manguier. L'atmosphère était plus tendue que la veille. Aïcha arriva sans escorte. Son visage était fermé mais déterminé. Le chef prit la parole. « Madame Traoré, avez-vous réfléchi à la proposition ?» Un silence suspendu. Aïcha regarda l'assemblée. Puis elle posa les yeux sur Seydou et Mariama, oui. Elle inspira. « J'accepte de restituer la maison, à condition que la somme avancée me soit remboursée intégralement. » Un murmure parcourut le cercle. Idriss sentit une vague de soulagement mêlée d'appréhension. « Avec intérêt raisonnable, ajouta-t-elle. » Le chef hocha la tête. « Cela semble juste. » Maître Yao resta silencieux, mais son visage trahissait une tension. Idriss se leva. « J'accepte. » Il sortit une enveloppe. Voici la somme exacte correspondant aux montants officiels du dispensaire, augmentée d'un intérêt équitable. Aïcha hésita. Ce n'est pas ce qui figure dans l'acte, parce que l'acte ne reflète pas les montants réels. Un silence. Le chef intervint. « Madame Traoré, acceptez-vous cette base ?» Elle serra les lèvres. Les regards du village pesaient sur elle. Finalement, elle acquiesça. « Oui. » Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Le chef déclara « La maison revient officiellement à la famille Koné. Les documents seront modifiés en conséquence. » Seydou ferma les yeux un instant. Mariama laissa échapper un soupir qu'elle retenait depuis des mois. Idriss sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas la victoire, c'était la réparation. Il se tourna vers Aïcha. « Merci. » Elle soutint son regard. Il ne vit plus d'hostilité, seulement une fatigue immense. La réunion se dispersa lentement. Des voisins s'approchèrent, encre de Seydou, lui serrèrent la main. Les regards avaient changé. Pas totalement, mais suffisamment. Quand ils rentrèrent dans la cour, Idriss regarda la porte principale. Cette fois, il n'y avait pas de cadenas. Il ouvrit doucement. L'intérieur lui parut différent, comme si l'air lui-même avait changé. Mariama entra la première. Elle posa la main sur le mur comme pour vérifier qu'il était réel. Seydou resta sur le seuil quelques secondes. « C'est encore notre maison », murmura-t-il. Idriss sentit ses yeux se troubler. Il ne disait rien. Il savait que la justice n'effaçait pas les blessures, mais elle empêchait qu'elles deviennent des cicatrices permanentes. Le combat n'avait pas été bruyant, il avait été patient. Et cette patience avait rendu quelque chose de plus grand qu'un toit. Elle avait rendu un regard. La maison semblait plus vaste depuis qu'elle était redevenue silencieuse. Il n'y avait plus cette tension invisible qui pesait sur les murs. Pourtant, Idriss savait que tout ne s'effaçait pas en une signature. Le lendemain de la restitution, le village observait encore. Certains saluaient Seydou avec plus de chaleur. D'autres détournaient discrètement les yeux, comme si la situation leur rappelait leur propre fragilité. Idriss s'assit seul dans la pièce principale, là où autrefois son père lui avait appris à lire. Il passa la main sur la table en bois. Les marques d'usure étaient toujours là. Il pensa à Aïcha. Elle avait quitté la maison la veille au soir avec 2 valises. Personne ne l'avait accompagnée. Elle n'avait pas pleuré en public. Elle avait simplement salué brièvement le chef et s'était éloignée vers la route. Idriss ne ressentait ni triomphe ni rancune, seulement une étrange fatigue. Mariama entra doucement. « Tu penses à elle ?» Il hocha la tête. « Oui, elle a mal agi, mais elle a aussi eu peur, » dit sa mère. Idriss leva les yeux vers elle. « Tu lui pardonnes ?» Mariama réfléchit. « Je pardonne pour que mon cœur reste léger. Mais je n'oublie pas. » Ces mots restèrent suspendus.
Idriss comprit que le pardon n'effaçait pas l'histoire. Il empêchait seulement qu'elle empoisonne l'avenir. Seydou entra à son tour. « Les gens en parlent encore, dit-il. »« Que disent-ils » demanda Idriss. « Certains disent que tu as utilisé ton argent pour imposer ta volonté. D'autres disent que tu as protégé ta famille. » Idriss soupira. Il savait que la vérité dans un village n'était jamais unique. Il se leva. « Papa, est-ce que tu te sens humilié ?» Seydou resta immobile. « Non. Vraiment. » Le vieil homme s'approcha de la fenêtre. « Je me sens soulagé, mais aussi exposé. » « Exposé ? Oui, tout le monde connaît notre faiblesse maintenant. » Idriss sentit une pointe de douleur. Il n'avait pas pensé à cela. En cherchant la justice, il avait mis la vulnérabilité de ses parents au centre du village. « Tu regrettes la réunion ?» demanda-t-il doucement. Seydou secoua la tête. « Non. Mais il faudra du temps pour que le regard change complètement. » Idriss comprit que la restitution matérielle n'était que la première étape. La véritable réparation serait lente. Dans l'après-midi, il décida de marcher seul dans le village. Il salua Moussa qui l'observa avec curiosité. « Alors tu as gagné, dit-il. » Idriss secoua la tête. « Personne n'a gagné. » Moussa haussa les épaules. « La maison est à vous. C'est déjà beaucoup. » Idriss regarda les champs au loin. « Ce qui est beaucoup, c'est que mes parents n'auront plus à baisser les yeux. » Moussa resta silencieux. Plus loin, des femmes discutaient près du puits. Il entendit son nom prononcé à voix basse. Il comprit que pour certains, il resterait l'homme riche venu régler un conflit avec son influence. Il ne pouvait pas contrôler cela. Il rentra à la maison. Mariama était en train de balayer la cour. Seydou réparait une vieille osseuse, des gestes simples. Idriss les observa longuement. Il sentit une décision naître en lui. « Papa, maman, je vais rester quelque temps. » Ils levèrent les yeux. « Combien de temps ?» demanda Mariama. « Autant qu'il faudra. » Seydou fronça les sourcils. « Et ton travail ? Il peut attendre. » Il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Ses affaires à Abidjan réclamaient sa présence. Mais il comprenait que partir immédiatement serait perçu comme un abandon renouvelé. « Je veux réparer plus qu'un acte, » dit-il doucement. Le soir, sous le ciel clair, ils partagèrent un repas à l'intérieur. La pluie ne tombait pas. Il n'y avait plus de bol trempé. Idriss regarda ses parents manger. Ce geste simple lui sembla plus précieux que toutes les signatures qu'il avait apposées dans sa vie. Plus tard, il sortit dans la cour. Il pensa à Aïcha, quelque part sur la route. Il se demanda si elle ressentait du regret ou seulement de l'amertume. Il pensa aussi au notaire Akader, à la fragilité des systèmes où la loi peut être juste sans être équitable. Il comprit que son rôle ne pouvait pas s'arrêter là. S'il repartait sans rien changer, d'autres familles pourraient subir la même chose. Il entra dans la maison et s'assit à la table. Il prit une feuille. Il commença à écrire. Un projet, un fonds local pour accompagner les personnes âgées dans leur démarche administrative. Un partenariat avec le dispensaire pour clarifier les coûts. Une permanence juridique mensuelle. Ce n'était pas un geste spectaculaire, mais c'était une manière d'empêcher que la peur et l'ignorance deviennent des outils. Seydou le regarda écrire. « Tu veux transformer le village ?» Idriss sourit légèrement. « Non, juste éviter que d'autres mangent sous la pluie. » Un silence doux s'installa. La maison respirait différemment. Idriss savait que la véritable justice ne se mesure pas seulement à une victoire ponctuelle. Elle se mesure à ce qu'on décide de faire après. Et il avait choisi de rester. Pas comme un milliardaire, comme un fils. Les jours suivants ne furent pas spectaculaires. Il n'y eut ni célébration, ni discours officiel. Seulement des gestes simples répétés avec constance.
Idriss se levait tôt. Il accompagnait son père au champ, même s'il ne savait plus manier la houe avec la même aisance qu'autrefois. Il aidait sa mère à remettre de l'ordre dans la maison, à déplacer les meubles qu'Aïcha avait laissés derrière elle. Le canapé moderne fut donné à la petite école du village. La grande table en bois retrouva sa place au centre de la pièce. Ces détails comptaient. Ils redonnaient à la maison son identité. Mais Idriss savait que la réparation matérielle n'était qu'une partie du travail. Le deuxième jour après la restitution, il rendit visite au dispensaire. Il demanda à rencontrer le responsable. « Je souhaite proposer quelque chose », dit-il calmement. L'homme l'écouta intrigué. Idriss expliqua son idée et créait un fonds de soutien pour les familles âgées, afin qu'aucune signature ne soit imposée sous pression médicale. Un fonds transparent géré en collaboration avec le chef du quartier et 2 représentants élus par les habitants. Le responsable resta pensif. Cela pourrait éviter bien des drames, c'est le but. Il ne voulait pas faire un don spectaculaire. Il voulait instaurer une structure. En rentrant à Kofikro, il sentit que sa présence commençait à être perçue différemment. Non plus comme celle d'un homme venu régler un conflit, mais comme celle de quelqu'un qui restait. Un après-midi, alors qu'il réparait la clôture avec Seydou Moussa, s'approcha. « On dit que tu vas financer le dispensaire. » Pas financer. Accompagner. Moussa haussa les épaules. « Tu pourrais repartir à Abidjan et oublier tout ça. » Idriss planta le piquet dans la terre. « J'aurais pu. » « Pourquoi ne le fais-tu pas » Il s'arrêta. « Parce que j'ai compris quelque chose. Quoi, la réussite ne protège pas ceux qu'on aime si on n'est pas présent. » Moussa resta silencieux. Le soir, sous le manguier, le chef du quartier réunit quelques habitants pour discuter du projet. Idriss ne prit pas la parole immédiatement. Il laissa les anciens s'exprimer. Certains étaient méfiants. « Les fonds attirent les convoitises », dit l'un d'eux. « Qui contrôlera l'argent » demanda une femme. Idriss répondit avec patience. « Ce ne sera pas mon argent seul. Ce sera une gestion collective, transparente, avec des comptes rendus publics. » Le chef hocha la tête. « Nous établirons des règles claires. » Peu à peu, les réticences s'apaisèrent. Ce n'était pas un projet imposé. C'était une proposition. Plus tard, en rentrant, Seydou posa une question. « Tu fais tout cela pour nous ?» Idriss réfléchit. « Au début, oui. Maintenant, pour que personne d'autre ne traverse ce que vous avez vécu. » Seydou hocha la tête ému. Mais la paix retrouvée restait fragile. Un soir, alors que la lune était haute, Idriss aperçut une silhouette près de la route. C'était Aïcha. Elle ne s'approcha pas immédiatement. Il alla vers elle. « Tu es revenu ? Je devais récupérer quelques affaires oubliées, dit-elle. » Sa voix n'avait plus la dureté d'avant. Ils restèrent face à face. « J'ai entendu parler de ton projet, dit-elle. »« Oui. » Un silence. « Tu cherches à réparer le village ? Je cherche à éviter les erreurs. » Elle baissa les yeux. « Je ne voulais pas les humilier, mais tu l'as fait. » Elle acquiesça. « J'avais peur de rester pauvre toute ma vie. » Idriss comprit que cette peur l'avait poussé plus loin que la prudence. « La peur ne justifie pas tout, » dit-il doucement. « Je le sais. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu ne m'as pas détruite. Ce n'était pas mon but. » Un silence. « Tu aurais pu, ajouta-t-elle. Peut-être. Mais cela aurait fait de moi ce que je combats. » Elle hocha lentement la tête. « Je vais partir pour Abangourou. J'ai une tante là-bas. » Idriss ne répondit pas immédiatement. « Je te souhaite de trouver une vie stable. » Elle esquissa un sourire triste. « Merci. » Elle se détourna. Il la regarda s'éloigner sans colère. Il comprenait désormais que l'histoire n'était pas celle d'un méchant et d'un héros. C'était celle de peurs différentes, affrontées différemment. Le lendemain, Idriss accompagna ses parents au marché. Les regards avaient changé, on saluait Mariama avec respect,
On demandait conseil à Seydou. Ce n'était pas une admiration excessive, c'était une normalité retrouvée. En rentrant, Idriss s'arrêta devant la maison. Il se souvenait du premier jour de la pluie des bols trempés. Il sentit une émotion monter. Il entra. Mariama préparait le repas. « Tu souris, dit-elle. Je pensais au jour de mon arrivée. » Elle posa la cuillère. « Moi aussi. Tu as eu peur que je reparte sans rien faire. » Elle hésita. « Oui. » Il la regarda. « Je ne referai pas cette erreur. » Le soir, ils mangèrent ensemble à l'intérieur. La pluie recommença doucement à tomber. Mais cette fois, le son était lointain, protégé par un toit solide. Idriss comprit que la justice ne consiste pas seulement à corriger une faute, elle consiste à transformer une blessure en vigilance. Et cette vigilance, il la porterait désormais avec lui. La saison des pluies ne s'arrêta pas brusquement. Elle s'effila comme un rideau que l'on tire lentement. Les averses devenaient plus courtes, plus espacées. Mais chaque fois que le ciel grondait, Idriss ressentait encore une secousse intérieure. Il revoyait le premier soir, le banc trempé, les bols sous l'eau, le regard de sa mère qui tentait de sourire malgré l'humiliation. Ces images ne s'effaceraient pas. Elles étaient devenues une mesure, une ligne invisible qu'il ne voulait plus jamais franchir. Le projet de fonds communautaire prit forme progressivement. Sous le manguier, plusieurs réunions furent organisées. Les règles furent écrites à la main, discutées mot par mot. 2 anciens, une représentante des femmes et un jeune diplômé du village furent choisis pour superviser les dossiers. Idriss insista sur une chose. Aucun document ne sera signé sans explication claire, et personne ne devra choisir entre la santé et sa maison. Le chef approuva. Seydou assistait aux réunions assis un peu en retrait. Il parlait rarement, mais sa présence suffisait. Un matin, alors qu'il revenait du champ Seydou, s'arrêta brusquement. « Regarde, dit-il. » 2 jeunes hommes aidaient une vieille femme à réparer son toit avant la pluie annoncée. Idriss observa la scène. Il sentit quelque chose changer dans le village. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était visible. Un après-midi, Mariama invita quelques voisines à partager du riz dans la maison. Elles s'assirent sur des nattes propres. Les rires revinrent peu à peu. Aucune ne mentionna directement l'affaire passée. Mais dans leur regard, il n'y avait plus cette pitié silencieuse. Idriss comprit que la dignité retrouvée ne s'imposait pas. Elle se ressentait. Pourtant, une question persistait en lui. Devait-il repartir à Abidjan ? Ses associés l'appelaient régulièrement. Les décisions s'accumulaient. Son entreprise ne pouvait pas fonctionner éternellement sans lui. Un soir, il en parla à ses parents. « Je dois retourner en ville bientôt. » Mariama hocha doucement la tête. Nous le savions. Seydou posa sa main sur la table. « Cette fois, tu ne pars pas pour fuir. » Idriss esquissa un sourire. « Non. Et nous ne resterons pas sous la pluie, » ajouta son père. Ils rirent légèrement. Mais Idriss sentit une émotion plus profonde. Il se leva et sortit dans la cour. Le ciel était clair. Les étoiles semblaient plus proches qu'à Abidjan. Il pensa à tout ce qu'il avait construit en ville. Immeubles, investissements, réseaux. Tout cela avait une valeur. Mais aucune de ces réussites ne l'avait confronté aussi directement à lui-même. Il avait compris que la richesse peut protéger, mais elle peut aussi isoler. Il avait compris que l'absence peut être interprétée comme un abandon. Et surtout, il avait compris que la justice commence souvent par l'écoute. Le lendemain, avant son départ, il réunit ses parents dans la pièce principale. « Je vais revenir régulièrement, dit-il. Pas seulement pour vérifier, pour vivre ici aussi. » Mariama sourit. « Cette maison t'attendra. » Seydou le regarda avec fierté. « Tu es revenu sous l'orage. Tu repars sous un ciel clair. » Idriss sentit ses yeux se troubler. Il prit la route en fin d'après-midi. Avant de quitter le village,
il s'arrêta un instant. Il descendit de la voiture et regarda la maison une dernière fois. Le toit était solide, la porte ouverte, la lumière à l'intérieur. Il ne voyait plus deux silhouettes sous la pluie. Il voyait une famille debout. Il remonta dans la voiture. Sur la route vers Abidjan, il repensa à Aïcha. Il espérait qu'elle trouverait une autre manière d'assurer sa sécurité. Il pensa aussi aux notaires, aux témoins, aux failles du système. Il savait que tout n'était pas parfait. Mais il avait appris que la patience peut être une force plus grande que la colère. Quand il entra dans la capitale, les lumières de la ville l'accueillirent. Il ne ressentait plus l'étouffement d'avant. Il savait désormais où était son ancrage. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel de Moussa. « Le fonds a déjà aidé une famille », dit-il. Idriss sourit. Alors cela valait la peine. Le souvenir de l'orage resterait. Mais il n'était plus une malédiction. Il était devenu un rappel. Un rappel que la réussite n'a de sens que si elle protège les plus fragiles. Un rappel que la dignité n'a pas de prix. Et surtout, un rappel que parfois il suffit de revenir et de rester assez longtemps pour que la pluie cesse de tomber sur les bols. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour vous demander qu'auriez-vous fait à la place d'Idriss. Auriez-vous choisi la confrontation immédiate ou la patience même face à l'injustice? La richesse peut-elle réparer une absence et la dignité peut-elle survivre sans justice? Partagez votre ressenti en commentaire. Dites-moi d'où regardez-vous cette histoire et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Si vous aimez les récits humains profonds qui parlent de familles, de choix difficiles et de justice silencieuse, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parfois, une simple décision peut changer le regard d'un village entier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.